NFT Business, c'est le podcast qui vous parle de tout l'écosystème Web3. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, les métaverses, les NFT, la tokenisation, la blockchain évidemment. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler des enjeux de la transformation blockchain des entreprises et surtout de tout ce qui implique les enjeux de la preuve numérique sur la blockchain et donc de la certification documentaire. Nous enregistrons ce podcast car la connaissance est le nouvel or et que la connaissance qui n'est pas partagée, c'est de l'or qui se transforme en plomb. Je suis Claudia Lema et je présente ce podcast avec Benjamin Boutinspark. Et aujourd'hui, nous recevons Alain Broustaille qui a 20 ans d'expérience dans le conseil et l'innovation digitale, mais surtout depuis 5 ans. Alain est cofondateur d'une société qui s'appelle Blockchain Easy. Et c'est une société de conseil qui accompagne les entreprises dans leur stratégie blockchain. Et il est également l'auteur d'un livre qui s'intitule « Bien réussir son projet blockchain en entreprise ». Donc avec Alain, on va faire un tour d'horizon de tout ce que la technologie blockchain peut amener aux entreprises, d'ailleurs les PME, les grands comptes et bien d'autres types d'entreprises. Alain, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Très heureux d'être là. Génial. Alain, moi j'ai une question toute bête de départ. La preuve numérique, qu'est-ce que c'est? Parce que moi j'associe ça à DocuSign. Pas de souci. Déjà parlons de la preuve. Depuis toujours, on a besoin de générer de la preuve. Typiquement, la signature manuscrite, celle qu'on pose sur un chèque, sur un contrat, ça a été inventé il y a des siècles pour pouvoir prouver a posteriori qu'on était bien la bonne personne et qu'on a donné son accord, son consentement à un document. Et à l'époque, les signatures étaient très complexes. C'était des œuvres d'art. Le roi de France, il y a 10 siècles, il faisait une œuvre d'art, puis il mettait ça dans une enveloppe, c'était cacheté, et le cachet, c'était sa bague ou autre chose dans de la cire. Et tout ça, ça s'était fait devant témoins. Donc les témoins étaient là pour dire c'est bien la bonne date. Le cachet, l'enveloppe était là pour prouver que ça n'avait pas été ouvert ou modifié. Et puis cette signature, qui était a priori inimitable, bon, alors il y en a qui ont essayé, c'était ce qui permettait de prouver que c'était bien le roi de France qui avait signé ce document. Et ça, ces habitudes, on les a gardées. On a tous, surtout nous, peut-être pas nos enfants, mais nous, on a eu l'habitude de mettre des timbres sur des enveloppes pour les faire cacheter, horodater par la poste. Exact. On a eu l'habitude de signer des chèques, on a signé des contrats. Les plus vieux d'entre nous, on a eu des cachets d'entreprise. Il y en a encore, qu'on cachette. Souvent, les administrations nous demandent toujours un petit coup de cachet sur les documents. On n'en a plus depuis longtemps, la plupart d'entre nous. Donc, c'est des habitudes qu'on a prises. Mais dans un monde qui est digital, depuis 20 ans, Internet fait que c'est de plus en plus le cas. Ça marche plus ça. Donc il faut trouver, on a des documents numériques, le contrat il est en PDF, donc avouez c'est quand même ridicule d'avoir un contrat PDF, de devoir l'imprimer, le signer, le scanner et de le renvoyer par email. Pourtant on le fait tous encore aujourd'hui. On sait tous que c'est ridicule, mais on a ces habitudes et puis les outils, les solutions technologiques, arrivent lentement. Alors de plus en plus vite, la crise Covid là, nous a accéléré tout ça. On a aussi, pardon, je te coupe, le cas d'entreprise où on signe le document papier, on le numérise et les gens vous disent non, il nous faut une signature avec un bic bleu pour être sûr que ce soit vraiment bic bleu, bic rouge. Il y a plein de choses comme ça qui n'ont pas vraiment de sens quand on y réfléchit parce que quel est l'intérêt de signer, de rescanner? Alors en fait, tout ça, c'est des éléments de preuve, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à quoi ça sert la preuve? Il y a deux raisons. Ou c'est parce qu'on prévoit d'aller devant un juge un jour. On se dit au cas où on doit aller devant un tribunal, il faut qu'on puisse prouver. Donc le simple fait d'avoir pris le temps de scanner, pris le temps d'envoyer par email, c'est des éléments de preuve. C'est-à-dire qu'on pourra dire, t'as envoyé un email, il y avait le document, même si on a fait n'importe quoi d'un point de vue juridique, c'est des éléments qui prouvent que tu étais d'accord avec le contenu. Même si techniquement, cette signature, elle vaut peut-être rien. Ça dépend des contextes. Puis il y a d'autres éléments, c'est que la preuve numérique, des fois, c'est pas pour le tribunal, c'est entre nous. Je veux que tu sois certaine que cette facture, c'est bien la mienne, parce que tu as peur d'avoir une arnaque à la fausse facture. Tu veux être certaine que, je sais que tu es un artiste, tu fais des œuvres numériques, tu veux prouver à tout le monde que c'est ta propriété intellectuelle. C'est pas forcément pour aller au tribunal, c'est pour que les autres puissent le voir. Donc là aussi, tu as besoin de preuves numériques, mais c'est pas la même cible. Donc tu vas pas forcément avoir les mêmes objectifs et ni les mêmes outils. Ok. Et en fait, pendant des années, donc Internet arrive, ces usages arrivent, le document électronique remplace progressivement le papier. On pense tous à la signature électronique, ça fait 20 ans, je crois, depuis 2000 que l'Union européenne a accepté le principe. Mais jusqu'il y a encore 5-6 ans, il n'y avait pas de réglementation. Jusqu'en 2014, en fait, il n'y avait pas de réglementation en Europe pour dire comment faire. Moi, ça fait plus de 10 ans, chez mon ancien employeur, j'étais patron du pôle conseil en dématérialisation. Donc un petit coucou à mes copains de Coexia. Et on travaillait déjà il y a 10 ans sur la signature électronique. Et j'ai mes clients qui faisaient du crédit conso qui me disaient Alain, on veut faire du crédit conso, on va faire de la signature électronique en ligne pour acheter du 3 fois sans frais à la Redoute ou des voitures en crédit. Et comment on fait?
Et donc tout ce qu'on pouvait, c'était monter avec des juristes, des approches en disant si on fait ça, le faisceau de preuve, c'est-à-dire on a l'email, on a le document, il a cliqué sur une case. Donc on construisait le process. Voilà, c'est ce qu'on appelle un faisceau de preuve. C'est très juridique. Hein. Le faisceau de preuve, ça veut dire une accumulation d'éléments qui font qu'au final le juge peut dire oui, franchement, vu la démarche, c'est garanti. Quoi. Exactement. Donc on accumulait tout ça et on attendait en fait une jurisprudence. C'est-à-dire on espérait que quelqu'un se fasse attaquer au tribunal pour savoir si c'était bon ou pas bon, parce qu'on ne savait pas tant qu'on n'allait pas au tribunal. En 2014, on a eu enfin une réglementation européenne, elle s'appelle EIDAS, qui a commencé à caler les choses en disant voilà les grands principes. Et même sur certains types de signatures, c'est-à-dire les sujets les plus engageants, les actes notariés, les marchés publics, ce qu'on appelle la signature qualifiée, là, ils sont même allés dans les normes techniques. Mais pour la signature simple, c'est le terme, la signature simple, ils ont donné un contexte général qui a permis aux entreprises de comprendre. Et puis on a eu toute une première vague de prestataires dans le marché, donc des DocuSign, tu les as notés, puis d'autres, des YouSign, des UniverSign, des Adobe Sign, il y en a une tripotée, qui sont arrivés avec des solutions qu'on appelle de PKI, prestataires, c'est des plateformes avec des infrastructures, et le K, c'est qui cryptographie, c'est les clés publiques. PKI, tu vois, c'est les clés publiques privées. Parce que cette réglementation, elle dit quoi? Elle dit il faut pouvoir horodater de manière fiable, dire c'était telle heure, telle date qu'il a dit OK sur un document. Il faut pouvoir prouver qui c'était. Et là, on utilise la cryptographie asymétrique, comme dans la blockchain. Sur DocuSign, c'est de la cryptographie. Sur DocuSign, il y a plein de cryptographie. Ouais. Ah oui. Sauf qu'au lieu d'utiliser une clé publique et une clé privée avec un wallet crypto, tu utilises des certificats. Explique, c'est pas clair pour moi. Les certificats, c'est une clé privée. Le HTTPS, le petit S dans Internet, c'est le protocole SSL, c'est des certificats. C'est-à-dire que tu as une clé privée sur ton ordinateur, global pour résumer. Tu prends ton document, tu calcules le hash du document, tu prends ta clé privée, tu le chiffres de la même manière que tu chiffrerais une transaction blockchain. Alors attends, ce qu'on appelle le hash, on retrouve ça dans la blockchain, Bitcoin et les autres. Ouais. Donc hash, ça s'écrit H-A-S-H, et en fait c'est un codage, un cryptage d'une information pour la rendre indéchiffrable en fait. Tout à fait, j'aurais dû le dire. On parle d'empreinte numérique. Empreinte numérique, c'est ça. Ça ne se fume pas, c'est moins rigolo. Ouais, donc ne soyons pas trop technique pour les auditeurs, qu'il ne faut pas qu'on les lâche. Donc en gros, DocuSign, c'est de la technologie cryptographique, mais c'est pas sur la blockchain. Non, c'est des principes en fait de DocuSign où les acteurs de la chaîne de confiance vont te créer donc une identité numérique sous la forme d'un certificat. Donc il y en a un tout en haut qui va dire prouve-moi que tu es bien Alain Broustaille. KYC. C'est Know Your Client. Tu donnes la pièce d'identité, ce que tu veux. Il va te dire tiens, prends ce petit bout de fichier, c'est un certificat, et dedans, tu as ta clé privée. C'est comme si tu avais un wallet crypto, sauf que c'est un tiers qui a créé pour toi, qui se porte garant, et qui va dire voilà, c'est Alain Broustaille, voilà sa clé publique, son certificat, et voilà la clé privée, on la garde de son côté. Et ensuite, les documents, on va les signer avec ces certificats. Alors, sauf que dans les plateformes traditionnelles de signature électronique, le particulier, on ne va pas lui demander de stocker, c'est DocuSign qui va le faire pour nous. Il va stocker nos certificats, il va les gérer pour nous, et il va insérer la preuve dans le document pour dire que tout c'est bien fait. J'ai signé pour le compte d'Alain Broustaille. C'est ce qu'on appelle un tiers de confiance. On fait confiance à une entreprise qui s'appelle DocuSign, qui a des bureaux, une organisation, etc., en espérant que cette entreprise travaille bien, fasse des bons algorithmes, etc. Ouais, et en fait, tu en as même plusieurs, parce que tu as celle qui va te donner le certificat, tu as même celle qui va vérifier que c'est bien DocuSign, tu as celle qui pose le serveur de redatage, ça peut être DocuSign, tu as celle qui va stocker le document finalisé pendant X années et garantir son immuabilité, ça c'est un autre élément du juridique, c'est sortir le bon document et prouver que c'est le même que celui que tu avais dans tes mains il y a 10 ans. Donc tu as tout un tas d'éléments qui sont construits, qui coûtent cher, parce qu'il y a des prestataires, c'est pas des bénévoles, ils sont là pour faire de l'argent, ils ont beaucoup investi, ils sont là pour faire de l'argent, donc ils te vendent la reconnaissance d'identité, le horodatage, le certificat, tout ça, ça coûte cher. Ça coûte tellement cher qu'aujourd'hui, la signature électronique, concrètement, une petite question, dans quel cas on l'utilise? Oui, c'est vrai, dans quel cas on l'utilise? Non, dans les faits, on l'utilise que pour des contrats. C'est-à-dire que vous, en tant que particulier, à mon avis, il y a peut-être des contrats, ouverture d'un compte bancaire, ouverture d'une assurance vie. Là, il y a la signature électronique, peut-être contrat de téléphonie mobile ou contrat de EDF. Mais on ne l'utilise pas au-delà du contrat, parce que ça coûte trop cher. Et notamment, tu as un cas d'usage qui s'appelle la certification. Où le but, c'est... Donc là, ce que je parle, c'est de la prise du consentement. D'un point de vue réglementaire, il est important pour une banque de vérifier, que c'est son engagement, c'est la loi, de vérifier que l'autre est d'accord. Donc elle va mettre ceinture et bretelles, et si elle doit payer 50 centimes, 1 euro, 5 euros, pour pouvoir dire « j'ai bien fait les choses », elle le paiera.
Par contre, si demain, toi, tu veux juste, à chaque fois que tu fais une œuvre digitale, une image, une photo, un morceau de musique, et t'en fais 10 par jour, tu veux pouvoir dire, c'est moi qui l'ai fait. Et si on te dit, c'est 1 euro pièce, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est trop cher. Si je te dis c'est 10 centimes alors, déjà, non. tu commences à réfléchir et si je te dis c'est 1 centime, bah là tu vas peut-être me dire moi ça m'intéresse. Il y a le prix et il y a le processus. S'il faut que j'aille cliquer 10 fois et que j'ouvre 15 applications, là vraiment je le ferai jamais, ça c'est certain. Tout à fait. Donc l'ergonomie utilisateur aussi fait que pendant longtemps la solution de signature électronique existait, mais les gens n'avaient pas l'habitude d'internet, n'avaient pas l'habitude de recevoir des OTP SMS, donc les habitudes on les prend aujourd'hui. On a l'habitude de recevoir un code par SMS pour nos données. Exact. Ouais, on sait faire ça. On a l'habitude d'aller sur internet, on a l'habitude de regarder des emails. Même les personnes âgées aujourd'hui savent faire ça ou ont quelqu'un dans la famille qui s'en occupe. Ouais, alors le SMS qu'on reçoit sur le téléphone, ça c'est un bel outil parce que le téléphone représente son identité. C'est-à-dire que si vous avez reçu le SMS, c'est donc que vous êtes devant votre téléphone et qu'a priori vous êtes le seul à pouvoir y accéder et à donner ce code. Bah en fait, tu as prouvé que t'as rajouté un élément de preuve qu'a priori la personne qui a dit OK, elle avait ce téléphone avec ce numéro sous la main et comme tu peux prouver que ce numéro appartient à la dite personne, bah tu as prouvé indirectement son identité. Ouais. Et ça, c'est la signature simple, c'est suffisant pour 90% des cas d'usage. C'est suffisant pour signer un contrat d'énergie, de télécom. C'est peut-être pas suffisant pour créer un crédit immobilier parce que là, la somme est plus engageante. Donc la réglementation, elle va te dire non, là, il faut qu'il y ait vérification des pièces d'identité. Et chez un notaire, un tiers agréé, quoi. C'est un tiers agréé qui n'est pas un notaire, c'est un tiers de confiance. Donc, alors ça pourrait être un notaire d'ailleurs, mais bon, donc tu vas demander et tu as plein de prestataires de KYC. Globalement, c'est la plateforme de signature électronique, technologique, qui va te proposer un service de KYC, le sien ou externalisé, qui vont vérifier ton identité, qui vont dire c'est bon, j'ai vérifié, c'est Alain Broustaille. Et ils vont pouvoir, en fait, ils s'en foutent que tu sois Alain Broustaille, ils le savent déjà. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir prouver au tribunal demain qu'ils ont bien fait leur boulot si jamais il y avait un litige sur ce sujet. Alors, spoil, il n'y a jamais de litige là-dessus. Jamais le particulier. Aujourd'hui, dans les faits, il y a très peu de cas de contentieux. C'est-à-dire que quand un gars il a signé un contrat, il n'est pas content, il va dire vous m'avez eu, c'était écrit en petit, vous m'avez forcé, c'était pas moi, j'étais bourré. Ça, c'est des cas réels. Il va rarement dire non, la signature électronique n'a pas respecté le protocole IDAS, j'ai pas cliqué sur le bouton au bon moment. C'est rarement sur cette thématique, mais ça pourrait arriver. Donc, tu as toujours une analyse. Dans le cas de la prise du consentement, c'est une analyse pour l'entreprise coût-risque. Combien ça me coûte la signature électronique ? Le projet de démarrage, j'en ai pour 10 000, 20 000 euros en coût interne pour mettre ça, plus 1 euro par document, versus le coût du risque. Qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas ? Et je vous le dis, aujourd'hui, à part les contrats, la plupart des boîtes ont dit ça coûte trop cher, on n'y va pas. Ok, mais donc quel genre de cas d'usage on pourrait utiliser ça, si ce n'est qu'on a compris que Benjamin pourrait faire ça avec ses tableaux ? Tu en as des tonnes. Là, on s'est vu, là, tu me demandes, tu t'enregistres ma voix, tu vas la diffuser sur Internet. Tu pourrais me dire, Alain, est-ce que tu peux confirmer que tu es d'accord ? Eh oui. Ah oui, c'est vrai. Et là, tu pourrais m'envoyer un petit truc sur mon smartphone. Oui, je suis d'accord. Je le dis officiellement, je suis d'accord. Mais tu aurais pu me demander de manière officielle et j'aurais pu... Et sauf que si c'est 10 euros, 5 euros à chaque fois, tu vas pas le faire. Tu vois, ça va t'énerver. Tu vas te dire le risque juridique. Le gars, il parle devant le micro. Il sait que je suis, il va pas m'attaquer au tribunal. Donc, tu vas dire le coût-risque, le rapport est pas bon. Okay. Et donc, des cas comme ça, tu en as des tonnes et des tonnes et des tonnes. Les entreprises, donc, demande de congé. C'est tout bête. Ok, mais là, donc on parle de la preuve, mais la blockchain, elle apporte quoi ? Donc, ces sujets de preuve numérique, ça existe depuis toujours. Et tu vois, tu as des tonnes de tiers de confiance. Tu en as un qui va horodater, un qui va dire qui tu es, un qui va stocker la preuve. Donc, tu veux dire que, par exemple, au sein de DocuSign, il y a différentes technologies qui sont enchaînées les unes aux autres, et donc, avec forcément des entreprises à l'intérieur ? Alors, ça dépend des prestataires, parce que DocuSign, c'est un des acteurs, mais effectivement, tu as l'acteur qui fait l'horodatage, l'acteur qui émet les certificats, l'acteur qui fait la reconnaissance d'identité, ça peut être des acteurs différents. Okay. Il y a des prestataires qui vont tout faire, d'autres qui vont avoir que des bouts. D'autres qui vont, en fonction des marchés, France, étrangers, avoir des prestataires différents. Mais donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de risques de hack, là, puisque ce sont des acteurs centralisés. Alors, ces acteurs centralisés, le risque de hack, il est très faible, parce que qu'est-ce qu'on peut faire comme hack, vraiment ? Il n'y a pas grand-chose à gagner. Je ne sais pas, si tu prends possession de ma signature, tu peux faire des choses ? On peut l'imaginer. Mais qu'est-ce que tu en fais ? En fait, tu vas signer un document, puis techniquement, le faisceau de preuve, il n'y aura pas de faisceau de preuve, il y aura un document avec ton certificat. Alors, ce n'est pas impossible. Mais globalement, il y a peu de risques. À ma connaissance, ça n'est jamais vraiment arrivé. Le risque, il est juridique pour eux, parce que si ça arrive, leur business, il peut tomber dans l'eau. Mais il n'y a pas trop de risque juridique. Non, le problème, il n'est pas là, c'est que tous ces gens-là,
ça coûte cher leur infrastructure et ils veulent gagner de l'argent. Et maintenant, si tu y réfléchis, je t'amène à la blockchain. Donc tu vois, je ne veux pas réexpliquer à l'auditeur, mais la blockchain, c'est immuable. C'est comme Las Vegas. Ce qui arrive dedans, ça reste dedans. On ne l'enlève pas. Donc dans une blockchain, tu peux envoyer une transaction. Je prends l'exemple de Bitcoin, de base. Ouais. Tout le monde, donc Bitcoin, voilà, ça ne sert qu'à faire des transferts de Bitcoin. Faut savoir que quand on dit à l'un, donc 0... XB3C4 envoie un bitcoin à Claudia. Alors, 0453. Attends, juste rappelons à ceux qui nous écoutent. Quand Alain, toi tu dis 04X73, en fait ça s'appelle une clé publique. Ouais. C'est comme un IBAN, c'est comme un numéro IBAN, un peu alphanumérique, qui représente ton wallet avec tes bitcoins. Et si tu veux m'envoyer un bitcoin, ce que tu pourrais faire d'ailleurs, j'apprécierais beaucoup, tu l'envoies à mon wallet qui est aussi 0722, etc. Promis, mon millième bitcoin, il est pour toi. D'ici la fin d'ici 2 ans. Mais effectivement, on est pseudo-anonyme dans une blockchain. On ne s'appelle pas Alain Broustaille. On a une identité, donc selon les blockchains, le format n'est pas le même, mais c'est une chaîne de caractères. Donc dans la blockchain, on peut la lire. Vous allez voir un Block Explorer, c'est un moteur de recherche, vous allez voir ce qu'il y a dedans, vous voyez des adresses anonymes, quand on voit des bitcoins, adresses anonymes. L'information, elle est tracée. On a toute l'histoire de Bitcoin depuis sa création, depuis 12 ans. Figurez-vous que dans Bitcoin, dans les transactions, on peut faire des choses un peu plus compliquées. Il y a un champ, OP-Return, si je ne me trompe pas, c'est un champ commentaire. Dedans, on peut dire bonjour. En clair. Satoshi avait d'ailleurs intégré une annotation dans son premier bloc, c'est ça ? Dans son premier bloc. Ouais, il avait fait un petit texte. Et donc, il y a à la création de notre société, nous, Blockchain Easy, il y a 3-4 ans, pour la première date anniversaire, on a envoyé un message dans la blockchain, on a dit bonne année à tout le monde, Blockchain Easy. Les crypto-archéologues, moi j'aime bien ce métier, là, dans 40 ans, le crypto-archéologue, il ouvrira la boîte et en fait, il verra des cryptographies, il y en a plein. C'est des gens qui ont mis des images, des dessins, des petits trucs dans la blockchain. Des crypto-graffiti, mais c'est génial comme terme, j'adore. Alors faites gaffe, parce que le crypto-graffiti, tu vois, c'est pas comme sur un mur où tu peux l'effacer. Si tu marques Alain est un con, tu pourras pas l'effacer. C'est comme Las Vegas, quoi. Alain est un con. Ouais, mais il n'y a pas de droit de regard. Si je t'attaque GDPR, là, ou RGPD, en bref, si je te dis droit comment on appelle ça, de retrait, tu peux pas l'effacer sur Internet. Donc il faut faire très attention. D'ailleurs, il y a plein de projets qui se sont loupés à cause de ça il y a 4-5 ans. Et tu peux, dans ce petit champ, dire Alain a signé tel document. La date à l'heure, c'est celle de la transaction. Et là, il y a eu les mineurs, le consensus qui a validé. Il dit oui, cette transaction, elle est arrivée dans tel bloc à telle minute. Et puis, il y a la signature électronique. On sait que c'est 0x3c4b parce qu'il avait la clé privée, il avait le wallet, il avait tout ça. Donc ça, tu vas devant un tribunal et tu dis hey, monsieur le juge, regardez ce que j'ai dit à telle heure, telle date. Et le juge, il dit prouve-moi que tu n'as pas hacké Bitcoin. Je fais, mais si je savais hacker Bitcoin, monsieur, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais multimilliardaire sur mon île avec mon yacht. Non, mais ça, c'est intéressant parce que nous, on dit, en toutes les formations qu'on donne, on explique en long, en large, en travers que Bitcoin n'a jamais été hacké en 13 ans maintenant d'existence. Et Dieu sait si cette blockchain est en permanence attaquée par les meilleurs hackers du monde. Par définition, on ne peut pas la hacker. Restons simples, il y aurait peut-être moyen de mobiliser une capacité d'informatique absolument sensationnelle qui n'existe pas aujourd'hui, bon bref. En tout cas, donc, il faudrait qu'il y ait un consensus maintenant général auprès des juges, par exemple, pour que les juges n'aient pas à questionner un informaticien en disant « Mais dites, est-ce que la blockchain est vraiment immuable ?» Tu as mis le doigt sur le truc. C'est-à-dire que si tu vas au tribunal en France et tu dis « Moi, je vais utiliser Bitcoin », alors, nous, on est convaincus, on sait que ça marche, et d'ailleurs, on sait que si on appelle un expert, donc le juge, il fait appel à un expert. Oui, informatique. Parce que le juge, il a 70 piges, il fait un appel à un expert. Exact. On sait déjà que l'expert en cryptographie, il va regarder Bitcoin, ça va pas lui prendre longtemps pour dire, monsieur le juge, faites-moi confiance, Alain Broustaille n'a pas hacké Bitcoin. Ce qu'il a écrit dedans, c'est peut-être des bêtises, parce que c'est moi qui choisis ce que j'ai mis. Par contre, la date, l'heure et l'origine, ça, c'est pas bougé. Oui. Il y a des pays qui ont statué juridiquement. Tu as des pays, je crois que c'était l'Italie en Europe, la Chine, certains États... L'Angleterre aussi, je crois, a statué. Peut-être. Alors, ils n'ont pas forcément statué sur Bitcoin. Ils ont statué sur le principe de la signature électronique dans un registre distribué, immuable, bien fonctionnel. Bon, bref, Bitcoin fait partie de ces caractéristiques. Certains pays sont allés plus loin. Il y a des pays qui ont des jurisprudences, c'est-à-dire il y a déjà eu des cas où les gens se sont disputés sur une transaction Bitcoin. C'est mon argent, c'est ton argent. Le juge a dû trancher. Et puis dans le délibéré, il a dit Bitcoin n'a pas pu être hacké. Ça, on peut le reprendre. Ah, d'accord. Donc ça fait jurisprudence. Ce que tu dis, c'est qu'une fois qu'un juge a dit Bitcoin ne peut pas être hacké,
ça fait jurisprudence pour tous les autres jugements. Ouais. Sauf que, sauf erreur, en France, on n'a pas une jurisprudence sur ce sujet tel quel. Ah ouais, ok. Donc, on se retrouve dans la même situation que moi il y a 10 ans. Pour ça, je fais l'analogie. On dit, on fait les choses bien, on est dans le respect du cadre réglementaire. Il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de texte de loi qui dit qu'on peut le faire comme ça. Mais bon, avançons. Quelque part, on est persuadé. Et donc, il y a plein d'avis d'avocats, et là, vous en trouverez des tonnes, qui sont d'accord avec moi. On a fait sur mon site web, vous trouverez un livre blanc avec un cabinet. Il y en a plein. Donc, on avance en attendant ou une jurisprudence, ou l'absence de jurisprudence quelque part va dans notre sens, ou éventuellement une évolution des textes de loi, comme on en a eu dans certains pays. Alors pour info, l'Union européenne, les normes EIDAS, il y a une nouvelle version qui est en cours de définition. Moi j'ai participé à un espèce de sondage consultatif des experts de la place sur leur avis, et il y avait un pan entier de questions sur l'usage des registres distribués, c'est-à-dire que c'est inclus dans la réflexion. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir se décider, ils vont devoir statuer. Quand tu dis l'Union européenne, tu dis donc la Commission européenne et le Parlement sont en train de travailler là-dessus. En fait. Tout à fait. C'est-à-dire que les normes de signature électronique, de preuve numérique et d'identité numérique, tout ça c'est la même boîte pour eux. Ah, okay. Tu as une nouvelle version. Donc les normes elles datent de 2014, mises en œuvre en 2016. Alors les experts me pardonneront si je me trompe dans les dates. Normalement, tu as une nouvelle version en 2024. Ok. On peut revenir aux enjeux dans les entreprises, de la preuve numérique et surtout donc aux caractéristiques qu'amène la blockchain. Donc en quoi est-ce que ça différencie les choses par rapport à un DocuSign? Donc là tu as parlé d'immuabilité. Alors tu as l'immuabilité, tu as le redatage massif, tu as la signature. Alors il n'y a pas marqué c'est Alain, il y a marqué c'est TZ1B43. À moi de prouver que je suis Alain si jamais je vais devant un tiers. Le truc c'est que si tu fais ça dans une blockchain pas chère, aujourd'hui, nous on utilise Tezos, on aime bien. Une transaction de signature, on arrive à faire ça pour 0,01 centime. Pour 0,01 centime, on a une preuve numérique que mon document était dans mes mains à un instant T. Ouais. Je suis 100 fois, 1000 fois moins cher que DocuSign. Ouais, mais donc est-ce que ça, c'est un service que tu peux amener à ce prix-là aux entreprises? Alors, c'est un service que moi, je sais faire pour moi, en codant, nanana. Toi. Après, si tu veux l'industrialiser, c'est autre chose. Voilà. Donc déjà, c'est pour ça que là, je vous ai parlé de la prise du consentement. C'est le cas du faire signer quelqu'un sur le contenu d'un document. Mais déjà, retournons sur le principe de base, la certification. C'est-à-dire prouver que ce doc, il est à moi. Prouver que c'est mon morceau de musique, que c'est ma facture. Ouais, ou prenons un exemple. Je suis la Poste et je viens de trouver. Je dis voilà, moi j'ai un problème, les recommandés, là, il faut qu'ils signent. Qu'ils sont d'accord, ils ont pris le recommandé. Non, on est dans la prise du consentement. Ok, donc ils signent. Donc c'est une preuve numérique. Ouais. Ok, donc est-ce que toi, tu peux leur offrir le service que tu proposes sur Tezos? Alors, à la Poste, la difficulté, c'est que là, on va arriver sur de la signature au bas de la porte. Si on parle d'un recommandé traditionnel, il faut vérifier l'identité de la personne. Tu n'as pas trop besoin d'avoir une blockchain pour faire ça. Tu as un problème de l'identité numérique. Mais je prends un autre exemple. Tu vas au sein du groupe, on va pas dire la Poste, prends une assurance. Qui fait tu vois, certificat d'assurance, de responsabilité civile. Quand tu es une société de service, par exemple, tu embauches des gens, tu prends des prestataires. Quand même une boîte quelconque, elle prend des prestataires, à la journée, elle va recevoir des centaines de certificats de responsabilité civile. C'est des fichiers PDF. Il n'y en a pas un seul dont tu sais c'est une réalité. C'est une obligation réglementaire, tu prends pour vérifier s'il est assuré. Il te donne un document PDF, il est marqué « AXA dit que je suis assuré ». Qu'est-ce que tu sais que ce document, c'est un vrai? Je peux avoir fait un montage Photoshop. Si c'était un faux document, il avait un accident du travail, ça te retombe pour ta pomme. Qu'est-ce que ça coûte pour l'assureur de payer 0,01 centime? Ok, d'ailleurs, moi je me suis fait la réflexion, j'ai fait un KESI sur je ne sais plus quel exchange et on m'a demandé une preuve de domicile. Et j'ai scanné une facture SFR et je l'ai envoyée. Et puis ils m'ont dit votre KESI est accepté. J'ai dit mais en fait j'aurais pu tout à fait photoshopper le truc. Alors ton exemple il est parfait parce que la réglementation française dit que normalement les factures de téléphonie c'est historique. Quand tu avais un téléphone France Télécom, c'est que tu habitais là. Et tu changeais pas d'adresse tout le temps. Alors que la téléphonie mobile, les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Honnêtement, les fournisseurs n'arrivent plus à vérifier l'adresse. Mais ces factures-là sont censées être des justificatifs de domicile acceptables. C'est la loi presque. Dans les faits, tu as plein d'institutions qui vont plus accepter le justificatif SFR parce que SFR, il y a des faux, mais je sais pas, ça doit être 15% ou 20% des faux que tu trouves. C'est pas les pièces d'identité, c'est le justificatif de domicile. Tu vas sur le darknet, tu trouves des outils logiciels aujourd'hui pour faire des faux justificatifs de domicile en cliquant. J'ai pas besoin d'aller sur le darknet, moi avec Photoshop je t'en fais un. Ou avec Photoshop. Donc SFR d'ailleurs SFR le fait pas, mais EDF le fait. EDF c'est le numéro 1 des certificats d'énergie de domicile aujourd'hui.
ces documents sont certifiés sur une blockchain. Elle s'appelle Archipel. Donc c'est une blockchain du groupe DocaPost, du groupe La Poste d'ailleurs. Et ces documents, quand ils arrivent dans les mains d'une banque ou d'un opérateur qui connaît le service, qui est au courant, ils peuvent vérifier grâce à la blockchain si c'est un original ou pas. Ok. Et donc, alors moi j'ai une question, parce que je pense, en Belgique, on a un ministre qui travaille, non, un secrétaire d'État qui travaille à la numérisation des papiers d'identité pour les mettre dans un wallet. Et ce wallet n'est pas sur une blockchain. Mais là, il y a aussi les enjeux de la preuve numérique. En quoi est-ce que ça pourrait intervenir ? En quoi est-ce que la blockchain pourrait intervenir ? Je te propose de parler de ce qu'on appelle de l'identité numérique souveraine dans 5 minutes, quand on aura fini avec ces sujets de certification. Ouais, parce que là, on est dans le sujet. Je prends. Et donc, tu vois, prenons cet exemple de SFR ou de AXA ou de EDF. Tu leur dis, votre truc PDF, on ne sait pas si c'est un vrai ou un faux, mais ce serait bien pratique si on pouvait savoir si c'était un vrai. Mais eux, ils vont te dire, mais moi, c'est de l'argent que je vais devoir dépenser et que je gagnerai en retour. Ah oui. Parce que le bénéfice, il est pour le tiers. Donc l'analyse coût, et c'est pour ça que la certification, c'est pas une analyse coût-risque en général, c'est une analyse coût-retour sur investissement. La plupart de ces acteurs vont te dire non, c'est trop cher. Et quand tu arrives avec une plateforme, moi j'en propose une, mais bon, il y en a d'autres sur le marché, elle s'appelle TDG par Coexia, et que tu dis, assureur, je suis capable de certifier 1 million de documents pour aller 1000 balles, 2000 balles, 5000 balles par mois. Donc je certifie tout, pour un budget qui est pas cher. Quelque part, certes c'est un coût, c'est une petite valeur ajoutée, mais cette petite valeur ajoutée en termes de qualité de relations commerciales, de notoriété, de communication, est-ce que ça les vaut pas ? Et là, ils écoutent. Donc la blockchain, on a compris, vient remplacer tous les tiers DocuSign, etc., toute la myriade d'entreprises qui fait ça d'habitude pour un coût assez élevé. Donc la blockchain, en plus, on peut utiliser finalement une blockchain dite publique. Tu parlais de Tezos, qui est une blockchain publique. Publique, ça veut dire qu'elle est gérée par des milliers de gens, ça s'appelle des validateurs de blockchain qui peuvent être dans plein de pays différents, donc elle est totalement décentralisée, c'est le principe de Tezos, on a Ethereum qui est très connu, etc. Et tu as parlé apparemment d'une blockchain différente qu'on appelle une blockchain privée, a priori. Ouais. Et alors une blockchain privée, tu peux nous expliquer quel est l'intérêt pour une entreprise ? Tiens, ça c'est une question. Est-ce qu'elle doit aller vers une blockchain privée, à ce moment-là, faire de l'horodatage sur sa blockchain privée, éventuellement plugger sur sa blockchain privée ses fournisseurs, ses partenaires commerciaux, ou ses concurrents, ou ses concurrents, effectivement, comme fait la blockchain Aura, la blockchain du luxe, qui agrège des concurrents dans le luxe. Ou est-ce que tu conseillerais aux entreprises d'aller directement sur Tezos, effectivement, comme apparemment tu le fais, et donc une blockchain publique, et donc peut-être avec des process différents ? Je vais faire mon politicien. J'ai 3 points. 1. Déjà, la signature sur blockchain, le but, c'est pas de remplacer DocuSign. Parce que si tu veux ceinture bretelle, parce que tu vas faire un contrat de crédit immobilier, un marché public ou un acte notarié, tu vas rester sur une plateforme où tu as la réglementation, la jurisprudence, le KYC. Donc sur ces signatures-là, il n'y a pas photo, ça reste les meilleurs. Tu es prêt à payer 50 centimes, 1 euro, 5 euros. Par contre, il y a des cas, c'est litigieux. Dans ce cas, tu as l'analyse coût-risque. Moi, je trouve qu'on a un bon argument avec des trucs pas chers. Et puis, tu as tous les sujets où tu ne signes pas aujourd'hui. Ta production musicale, donc la SACEM vient de sortir une offre qui s'appelle Music Start, je crois, de protection de la création musicale des artistes. Pour 5 euros par mois, tu peux protéger tous tes contenus, y compris ceux qui sortiront jamais sur CD. Sur la blockchain. Sur blockchain, ouais. Sur Tezos d'ailleurs. Sur Tezos, ouais, c'est ça. Donc tu as plein de manières de faire, tu as plein de sujets. De deux, tu peux y réimaginer ne pas utiliser une blockchain publique, mais une blockchain dite privée, c'est-à-dire que tu gères, toi, éventuellement ton consortium. Moi, je ne suis pas un grand fan pour la signature électronique. Parce que quand tu vas aller devant le tribunal, alors c'est mon analyse, les autres en face, ces fournisseurs de ces blockchains ne vont pas être d'accord. Mais moi, tu vas aller devant le tribunal, tu vas dire au juge, j'utilise une blockchain, c'est pour ça que ma preuve est inaltérable, que mon horodatage il est fiable. Il va faire venir l'expert, et là l'expert, si c'est Bitcoin, Tezos ou Ethereum, il va dire je connais le principe, je sais. Si tu dis c'est une blockchain privée, il va dire faut que j'ouvre le capot, faut que je regarde comment ça marche, faut que je regarde comment c'était installé. Exact. Ça va être plus compliqué, plus laborieux, voire même ce sera impossible. Parce que si tu parles, les blockchains privées, c'est du logiciel, donc tu peux faire des modifications. Alors certes, tu as un historique, tu as des pistes d'audit, mais pour moi c'est plus laborieux. Donc c'est pas forcément pour faire de la signature électronique à l'usage d'un... Quand tu as une vraie besoin de valeur probatoire, c'est pas la meilleure solution. Ouais, et en plus les blockchains publiques comme Ethereum, Tezos sont ce qu'on appelle open source. Et open source, c'est-à-dire que le code est complètement transparent, tout le monde peut le lire, le comprendre, etc. Alors tu peux imaginer une blockchain privée open source, parce que la plupart des blockchains privées aujourd'hui, elles tournent sur du Hyperledger Fabric, du Quorum, du Ethereum, qui sont aussi open source.
Ah, ok, d'accord. Alors, ceci dit, n'allez pas croire que j'aime pas les blockchains privées. Moi, j'adore ça. Il y a plein de cas d'usage d'entreprise. Simplement, voilà, pour ce sujet certification signature, c'est bien quand la preuve que tu dois amener, elle est pour les autres partenaires de ton consortium. Donc, si c'est Carrefour, Auchan, Leclerc, Noroto, Renault et l'assurance AXA Auto, entre eux, si tu veux, ils n'ont pas un problème de confiance. C'est plus un problème de partage de données, d'horodatage, d'automatisation de processus. Donc entre eux, c'est pas très grave, ils veulent pas aller au tribunal. Ils se font confiance. En plus, ils ont chacune, en théorie, une copie de la base, donc ils peuvent vérifier que c'est pas altéré. Ça, c'est plus des stratégies de supply chain, un peu la chaîne d'approvisionnement. Il y a les équipementiers automobiles qui envoient des informations, et juste ce que tout le monde veut, c'est l'horodatage. En fait, il faut que l'équipementier qui dise « je t'ai envoyé le pare-brise lundi à 15h », et il peut le prouver parce que ça a été horodaté en fait sur la blockchain. Et j'en viens un peu à une solution dont tu nous as parlé, qui nous a beaucoup intéressé. Ce serait que dans les entreprises, tous les papiers, tous les documents comptables, les factures, les relances, etc., tout ça soit finalement avec 1 centime par mois presque, tout ça soit horodaté sur la blockchain pour qu'à tout moment, on puisse dire « mais si la facture, je vous l'ai envoyée, regardez. D'ailleurs, allez vous-même vérifier sur la blockchain Tezos, vous verrez la date et l'heure où je vous ai envoyé la facture en fait. » Ouais. Donc tu vois, si la facture, c'est un équipementier auto qui bosse toujours avec le même constructeur auto et qui se balance 100 000 factures par jour, déjà il va faire de l'EDI, donc il y a des protocoles pour ça. Tant bien même, il aurait besoin d'avoir des compléments d'information. Une blockchain privée, entre eux, c'est bien, parce qu'ils ont chacun une copie, ils peuvent vérifier qu'il n'y a pas de triche. Par contre, si tes factures, tu les envoies vers des milliers de sociétés différentes que tu veux pas intégrer dans ton truc, une blockchain publique, c'est mieux, parce que eux, si tu leur dis hey, j'utilise une blockchain à base de Hyperledger Fabric, je sais pas quoi, faut que tu installes un machin chez toi, ils vont dire laisse tomber. Tu dis hey, mon document il est vérifié, j'ai un portail web, tu fais drag and drop du PDF, on te recalcule, on te dit c'est vrai, et puis si t'es un peu geek ou si ton beau-frère est geek, il va dans la blockchain, il pourra retrouver notre fameux hash. Donc là, tu vois, en termes de la vérité, c'est que 99% des gens n'iront pas vérifier, mais ils feront confiance aux 1% qui leur a dit c'est bien fait. C'est ça. Donc c'est une question de cas d'usage, parce que le problème, c'est qu'une blockchain publique, il faut que tu aies de la crypto. T'as des problèmes de confidentialité de la donnée, des problèmes de volume aussi, tu vois, c'est pas, on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, si tu fais 1000 transactions, 10 000 factures par jour, 100 000 factures par jour, tu peux te poser la question de faire mieux dans une blockchain privée. Bon, moi je suis largué. Donc ça veut dire que si je suis largué, les auditeurs sont largués. Donc, on retourne en arrière. Traduction, avec des exemples concrets. Alain, s'il te plaît. Donc, vous pouvez me donner des exemples concrets. Des factures. N'importe quelle entreprise émet une facture à son client. Ok, Renault facture à qui? Combien de factures par jour? T'es équipementier. Donc toi, tu fais des... Équipementier, c'est des gens qui fabriquent des pare-brises, des pneus. Et des pneus pour des voitures. Je suis Michelin. Imagine, t'es Michelin et tu vends des pneus à l'unité. Et chaque pneu, il y a une facture. Exact. Et je vends des milliers de pneus. Ouais. Si tu vends des milliers de pneus, mais que à Renault. Ok. Par exemple, ou que à Noroto ou à je sais pas qui. Et donc, même si tu fais une facture par pneu, en vrai, tu vas en faire une à la fin du mois. T'as qu'un seul partenaire à qui envoyer tes factures. Tu vois, le tribunal, si tu l'appelles, t'as même pas un problème de tribunal ou de valeur probatoire. Là, c'est plutôt un problème de partage de données. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as pris en compte? Est-ce que tu l'as accepté? Tu partages avec lui une bonne base de données partagée, distribuée. Tu vois, la même base, copiée des deux côtés pour que tout le monde puisse vérifier ce qui se passe en temps réel. Ça suffit. Pas besoin de blockchain. Non. C'est une blockchain. C'est une blockchain privée. C'est-à-dire, c'est une blockchain entre Renault et l'équipementier. Ok. Alors, mais est-ce que la blockchain, là, dans ce cas-là, apporte une valeur? Alors, si tu n'en as que deux, pas trop. Maintenant, si tu as tous les équipementiers et tous les constructeurs qui veulent tous avoir une copie, voir ce qui se passe, partager, ça peut avoir une belle valeur ajoutée. Des fois oui, des fois non, ça s'étudie. Oui, il faut rappeler que pour fabriquer une voiture, je crois qu'il y a 700 équipementiers. Donc, il y a 700 fournisseurs pour faire une voiture, comme ça. Le cas d'usage, c'est pas la facture, par exemple, c'est le produit fini. Imagine... la nourriture, un exemple, le marché agroalimentaire. Toi, tu veux acheter un poulet bio. Il y a marqué qu'il est bio. En fait, tu as des enfants, tu veux du bon poulet, du français, du bio, tu veux aider l'industrie locale. Et il y a marqué sur ton poulet, là, chez Auchan, au Carrefour, poulet bio, français, local. C'est un petit logo qui est posé. Bon, quelle confiance t'accordes à ce logo? Parce qu'en plus, il n'y a pas de normes sur le bio. De moins en moins en plus, aux institutions et aux grands acteurs de l'industrie. Donc maintenant, imagine, tu passes ton code barre, poup, et puis là, il te dit ce poulet bio a été mis sous pli ou packagé à telle date, donc il est vendu chez Carrefour, il a été packagé par tel fournisseur 2 heures plus tôt, il a été tué à l'abattoir par un autre prestataire, et le poulet lui-même, il vient de tel endroit, et puis le grain qu'il a mangé, il vient de tel endroit, ce grain était
Donc là, tu as 4-5 fournisseurs qui chacun vont donner un petit bout de l'histoire. Ok, mais moi en tant que consommateur, je scanne ça. Et comme je n'ai déjà plus confiance au départ, je me dis, ok, mais chaque industrie a encodé ce qu'elle voulait bien. Voilà, et c'est là que si on te dit, derrière la technologie, c'est une blockchain. Tu auras 1% des gens qui vont comprendre. Tu en as 99% qui vont faire confiance aux 1%. Et cette blockchain, c'est-à-dire toute l'histoire de ce poulet, a été écrite en temps réel. C'est pas a posteriori, quand le poulet il arrive, qu'on dit c'est quoi son histoire. C'est au fur et à mesure que les grains sont achetés, que les poules les mangent, qu'ils font des œufs et compagnie. Cette histoire, elle est faite, elle est horodatée. Tu peux pas tricher a posteriori. Tu peux pas changer la date de naissance du poulet a posteriori. Mais dans ce cas-là, tu conseilles une blockchain privée, toi, parce que là, ce qu'ils ont fait, je sais plus quelle marque avait fait ça, c'est une blockchain privée. Donc c'est en gros, je certifie moi-même ce que je fais. Donc si tu arrives si tu as ce besoin-là, donc typiquement de partage de données, de traçabilité, et puis tu as plein de choses, parce que tu as les assurances qui rentrent en jeu, tu as des contrats de qualité de service. Si tu as ce besoin-là et que la blockchain arrive au bon endroit, ce qui n'est pas le cas partout, il faut bien l'analyser. Et le retour d'expérience, c'est que la blockchain finalement est utile que dans certains sujets. Mais là, ça peut être très utile. Je pose la question de la technologie. Est-ce que, c'est tout bête, mais tu as des sociétés qui n'ont juste pas le droit d'acheter de la crypto. Tu as des pays, je veux dire, tu vas bosser dans des pays, donc tu vas dire, toi, il faut que tu utilises des cryptos pour payer des gas fees, même si c'est ridiculement faible, ils vont dire, j'ai pas le droit. Ou leur département compliance vont dire, je sais pas faire. Les gas fees, c'est les frais de réseau, c'est les frais de gaz en anglais. C'est les frais qu'on paye quand on utilise une blockchain publique. Ouais, désolé pour ce petit vocabulaire. Donc là, ça peut être compliqué. Tu en as d'autres qui disent, ouais, mais moi, les blockchains, c'est pas ma techno, je maîtrise pas tout, ou il manque un truc. C'est-à-dire, typiquement Ethereum, où tu vois tout, tu vois rien. C'est-à-dire que tout est transparent. Si tu veux faire du permissioning, dire attends, ces données c'est pour Renault, ces données c'est pour. Je veux dans ma même blockchain avoir des données où Renault peut tout voir, Stellantis peut voir que la moitié, et Citroën ou je sais pas qui verra rien. Tu peux pas faire ça dans une blockchain traditionnelle où tu te prends la tête. Si tu veux du droit à l'oubli, si tu veux du GDPR, si tu veux du droit à l'oubli, tu veux pouvoir effacer si j'ai un client pas content. Dans une blockchain privée, tu peux prévoir ça dès le début et avoir des règles pour effacer certaines parties de la blockchain que tu pourrais pas faire dans une blockchain publique. La blockchain publique, en plus, tu es dépendante de l'évolution d'une roadmap que tu ne maîtrises pas, parce que c'est pas toi qui décides des évolutions d'Ethereum, de Tezos, de Bitcoin. Donc, tu as des contextes comme ça où les entreprises, entre elles vont se dire, finalement, ok, c'est plus compliqué, c'est plus lourd, c'est plus cher. Et encore, c'est de moins en moins cher parce que la techno, elle devient mature. C'est plus compliqué. La protection juridique est peut-être un petit peu moins bonne, mais c'est plus flexible. On peut faire ce qu'on veut dedans. Donc, pour notre cas, nous, finalement, c'est une meilleure solution. Ok, mais je me pose quand même la question que j'imagine doit être posée par tous les consommateurs, c'est qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui encode des données dans les métadonnées. Dans la blockchain ? Dans la blockchain. Là, tu as besoin que les entreprises soient d'accord pour l'utiliser et qu'elles partagent un référent, effectivement, un format de données. Donc si elles veulent parler d'un œuf ou d'un poulet, il faut se dire c'est quoi un œuf, comment tu le modélises en informatique. Ok, mais donc ça veut dire que tu as quand même l'intervention humaine. Donc si à un moment donné, moi je veux te dire que mon œuf est bio mais qu'il ne l'est pas, il y a une intervention humaine qui injecte la donnée qui peut être falsifiée, même si elle est sur une technologie qui est infalsifiable. Ah, tout à fait. Donc après, humaine ou pas, parce que si tu automatises tout, des robots, des machins, ça peut être des chaînes 100% pluguées aux usines, mais tu as raison, garbage in, garbage out, comme on dit. C'est-à-dire si quelqu'un met des mauvaises données, c'est faux. Mais il faut savoir que dans une blockchain, s'il met des mauvaises données, qu'on s'en rend compte a posteriori, on ne va plus l'aimer ce gars-là. Dans une filière industrielle, si tu te rends compte que quelqu'un te ment, et que tu ne peux pas le prouver, il reste dans la boucle. Si tu peux lui prouver qu'il t'a menti une fois, tu l'éjectes à tout jamais. Et donc les gens n'ont pas d'intérêt à mentir. Oui, mais aujourd'hui, il se passe quoi sur le terrain? C'est que les gens ont perdu confiance dans les grandes chaînes qu'on connaît toutes. Pourquoi? Parce qu'on a tous mangé des lasagnes de cheval, ou en Belgique, c'était quoi? Chez Ikea, tu mangeais des boulettes de... J'ose même plus imaginer on te vendait des boulettes de poulet, en fait c'était des boulettes de je sais plus quoi. Donc les gens ont perdu confiance. C'est pas parce que tu me dis que c'est du poulet que j'ai un doute. Oui. Dans ces exemples, tu n'avais pas de traçabilité de bout en bout. C'était le fournisseur final qui dit oui, à un moment, tu as un gars qui dit c'est du cheval et l'autre dit j'accepte. En fait, ce que tu dis, c'est que la blockchain permet de trouver le malfaisant, le faussaire. Tu trouves plus facilement où c'est, tu vas voir les impacts partout plus rapidement, parce que si tu vois que lui, il a menti une fois, tu vas voir tout de suite ou ailleurs. Et puis, il s'est engagé juridiquement. Il a dit quelque chose, tu vois. Alors après, s'il a triché, effectivement, mais tu peux retrouver, et puis les autres acteurs peuvent dire j'étais pas au courant, j'ai pas vu passer. En tout cas, tu peux te protéger, tu peux suivre. Tu as un problème sanitaire. Tu vois, un des poulets bio que tu manges, je suis malade, t'appelles l'ANSES ou je sais pas qui. Il faut remonter la piste et dire tous les poulets bio de la même qualité sont du même lot, oui. Du même lot, ouais. Carrefour va dire ok, moi j'ai identifié les miens.
Mais là, il faut que tu remontes derrière au packager, voilà, à la personne tu vas remonter jusqu'au fermier peut-être, tu sais pas, tu vas voir même au producteur de grains. Il faut que tu remontes vite, il faut que tu ailles retrouver chez Leclerc les mêmes lots. Donc en gros, si tu es à l'ANSES, l'autorité qui s'occupe de ça, tu prends ton téléphone, tu as 10 000 boîtes à appeler. Ça va te prendre 48 heures. Si tu avais une blockchain, hop, de manière instantanée, en 2 clics, tu peux dire là, j'ai des poulets à supprimer. On y est, au cœur du business. Ça, c'est un avantage. Ouais, mais c'est un faux avantage. Parce que c'est un faux. C'est-à-dire que finalement, dans les cas d'usage, c'est un avantage pour se protéger. C'est bien, par exemple, pour les médicaments, ça, tu vois, ou même l'agroalimentaire. Mais le vrai sujet, c'est la traçabilité. C'est te donner à toi une preuve. Imagine, on te raconte l'histoire du poulet, ce qu'il a mangé, où il a vécu, le nom de son papa, de sa maman, le nom du gars qui l'a tué, avec des photos. Donc, Carrefour fait déjà ça, hein. Et qu'à chacune des étapes, tu avais suffisamment de détails pour que tu y crois, et que derrière, en termes de techno, on te dit c'est une blockchain, et que tu as un beau-frère qui a vu où il y a une émission YouTube qui t'explique comment ça marche, bah peut-être que là, tu auras confiance. Et peut-être que tu seras prêt à payer ton poulet 50 centimes plus cher que celui d'à côté. Et peut-être que l'industriel qui aura investi dans cette blockchain aura un retour sur investissement. Oui, parce que la confiance a de la valeur. Ouais, et au passage, on comprend que c'est compliqué parce qu'il faut que tu aies tout. Si tu as juste un bout, si tu mets une blockchain, mais tu n'as que le mec qui est au bout de la chaîne, qui raconte sa vie, ça vaut rien. Il faut que tu embarques tout le monde, qu'ils aient les mêmes outils, le même déclaratif. Puis on a vu que si c'est juste une filière d'une seule société, ça marche pas. Il faudrait mettre les autres sociétés. Qui c'est qui développe, qui c'est qui paye. C'est très dur à lancer en termes de gouvernance, de budget. C'est pour ça que ces projets ils avancent lentement. Mais ils avancent bien. Aujourd'hui, on a plein de cas d'usage. Il y a des dizaines et des dizaines de blockchains privées qui marchent très bien. Mais donc, c'est déjà le 2e podcast qu'on fait. Là, on a enregistré avec Charles Kremer. Et le constat, c'est que les transformations blockchain, c'est pas ça commence par la transformation en entreprise. On injecte de la blockchain dans ces process. Et puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas la transformation d'une entreprise, mais de tout un secteur. Et donc on doit embarquer tout le monde pour que la chaîne de confiance, elle soit sur toute la chaîne, et pas que sur un bout de la chaîne. C'est Charles de XDev Blockchain, c'est ça ? Charles Kremer, non, de chez AnyBlock. Ouais, ok. En fait, ils ont effectivement un bon retour d'expérience sur les blockchains privées de ce type-là. Ils en ont construit plusieurs. Sur ces thématiques-là, c'est complètement vrai. Après, la blockchain privée, il y a plein de puristes qui vont nous entendre, des gens qui parlent que Web3, qui vont dire c'est pas de la blockchain. Ok, c'est pas décentralisé. C'est décentralisé, mais pas trop. Ça dépend. Des fois, c'est du proof of authority. Donc, techniquement, je suis d'accord. Hein, après, ça dépend de la définition d'une blockchain. On verra dans le Larousse comment c'est décrit. Et ça dépend de l'objectif et du besoin. Et une réalité, c'est que il y a des centaines, pour 10 projets de blockchain privés qui ont démarré. Moi, ça fait 5 ans que je suis là-dedans. Pour 10 projets qu'il y avait il y a 5 ans, tu n'en as peut-être que 3 qui sont encore là. Et sur les 3, tu en as probablement 1 ou 2 qui vivotent. Mais c'est parce que ce temps de l'adoption, ce temps de compréhension, ce temps de mettre tout le monde en place. Et t'en as qui cartonnent par contre. T'en as dans le transport maritime, dans l'agroalimentaire, dans d'autres sujets. C'est des vrais succès. Et à quoi on mesure le succès ? Pardon ? À quoi on mesure le succès sur ces projets qui réussissent ? À l'adoption. Okay. Pour moi, il y en a 2. Il y a l'adoption, c'est-à-dire combien de personnes l'utilisent vraiment. Parce que tu sais, tous ces projets, 3 grandes boîtes du CAC 40 se sont mises d'accord pour faire un consortium blockchain. Puis 3 ans après, tu vas nulle part, tu sais pas ce qui se passe, parce que c'est un effet de com, ou c'est le département innovation qui a financé un truc. Ça, il n'y a pas d'adoption, donc c'est un peu un échec. Il y a eu beaucoup ça en 2017, 2018. Ouais. Il y a eu la folie des blockchains, où toutes les entreprises voulaient injecter de la blockchain sans savoir vraiment où aller. Pas comme la folie NFT de fin 2021, début 2022. Ouais. Tout le monde fait des NFT, puis dans 2 ans, on verra qui en fait vraiment. Ouais. Et après, on était où ? Donc, il y a ces projets qui... Ouais. C'est l'adoption, donc c'est devant nous. Et après, c'est la pérennité en termes de gouvernance. Parce que, honnêtement, une blockchain agroalimentaire de Carrefour, si c'est Carrefour qui paye tout, ça va pas rester très longtemps, tu vois. Du jour au lendemain, si Carrefour commence à perdre de l'argent, ils vont arrêter le truc. Si c'est une start-up, et la start-up, elle perd son argent, elle vit que parce qu'elle a fait des levées de fonds sur levées de fonds, ça va pas durer longtemps. Et donc ça marche dans quel cas alors ? Des fois, ils arrivent... Le mieux, c'est quand ces acteurs qui se regroupent, qui vont créer un GIE, tu sais, un consortium, ou qui vont trouver une start-up et qui vont dire à la start-up on va te donner des vrais moyens parce qu'on va devenir actionnaire limite, parce que nous on a envie tous ensemble que ça marche. Et on va se trouver une manière de répartir les coûts, parce que la blockchain privée c'est génial. Tu mets Carrefour et Leclerc ensemble. Au début ils sont d'accord et disent allez on partage 50-50, 1 million. Et puis au bout de 2 mois il y en a un qui dit ah j'ai un nouveau besoin. L'informaticien dit c'est 200 000 €. Carrefour dit moi j'en veux pas, Leclerc dit je veux. Comment tu partages ? Qui paye ? Et donc ils se disputent et au bout de 6 mois ils disent bon il y en a marre, on n'arrive pas à s'entendre. C'est pas qu'ils veulent pas bosser ensemble, c'est pas qu'il y a un paradis, c'est qu'on n'a pas trouvé la solution. Si dès le début, tu vois, ils avaient fait un contrat en disant c'est au prorata de ceci, cela, on fait une société, on est dans le capital de la société, donc on a un intérêt mutuel à aller chercher des nouveaux clients, peut-être que ça aurait mieux marché.
Donc, ça va de pair aussi avec l'évolution de la compréhension de la technologie. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Parce que t'as de moins en moins de monde, mais bon, vous faites de la formation, vous aussi, sans arrêt, tu vas dans une boîte, t'as toujours un gars qui te dit la blockchain, les consommations énergétiques, l'argent de la drogue. Exact. Et c'est assez vrai, mais c'est assez vrai dans le passé, ça concerne peut-être que Bitcoin. Donc tout ça, ça progresse, et ces sujets... Ouais, donc tu vois, en 2017, c'était les pôles innovation les plus high-tech des grands groupes. Après, tu as les pôles innovation, puis maintenant, tu as les DSI. Maintenant, on a la chance de voir le département commercial, marketing, organisation, juridique qui lance ces projets. Oui, et maintenant, on se rend compte que quand les boîtes arrivent chez toi ou chez nous pour les formations, ils ont déjà la conscience que c'est une transformation 360 et pas une transformation juste d'un département ou juste faire comme tu disais, juste un projet NFT et puis hop, ça ne touche que ce département-là. Ou alors c'est de l'innovation et tu l'acceptes, ou alors il faut vraiment y réfléchir. Ouais. Tu as un autre truc qui va cartonner dans le futur, c'est tu vas avoir des obligations RSE de plus en plus fortes, notamment sur le bilan carbone. Exact. Ça, c'est les obligations sociales et environnementales. Tout à fait. Ouais, et c'est réglementaire. Et on va te dire, c'est une obligation aujourd'hui de dire quel est le bilan carbone de ton poulet. Ah oui. Et alors, où tu fais au doigt levé des statistiques, où tu demandes à celui qui a fait le poulet, celui qui a emmené le poulet en camion, celui qui a mis le poulet sous plastique, celui qui a donné du grain, celui qui a amené le grain. Donc si tu veux vraiment être propre, tu es obligé de demander à chacun. Exact. À leur manière. Et donc tu fais la somme et à la fin tu as un vrai bilan carbone. Et tu as des métiers aujourd'hui, c'est quoi le bilan carbone d'une voiture? Tu as 700 sous-équipementiers qui eux-mêmes ont leurs propres équipementiers, où tu fais une approximation, et alors c'est là je te dis, j'ai une solution mais ça va coûter 20 millions d'euros à mettre en œuvre. Qui paye? Peut-être que Renault va se dire, moi ça m'intéresse, je vais peut-être mettre 5 millions, puis il lève la main, il voit son copain là à côté, Stellantis, il y a Fiat et hop, tout le monde rentre dans la boucle. Là, tu as peut-être assez d'argent et là, tu as une blockchain de consortium sur le bilan carbone des voitures qui se crée. Ouais, ça s'est créé d'ailleurs. Ok. Donc ça, c'est bien en revanche, sur l'identité, j'aurais aimé cette fois revenir à ta question de tout à l'heure, ça m'intéresse aussi. Sur l'identité numérique dans le wallet, donc tu as des propositions, enfin tu as beaucoup réfléchi à ça aussi. Ouais, alors moi j'ai réfléchi. Il y a des gens qui réfléchissent beaucoup à ça. Ouais. Dans la blockchain, donc on a une identité qui est représentée sous forme d'une chaîne de caractères. 0x3bc4. Tu peux signer un document de manière électronique avec ça. Nous, ce qu'on fait chez Coexia, avec l'offre TDG va se poser tiers de confiance et va dire, nous, on a vérifié que c'était bien SFR, Bouygues Télécom ou je sais pas qui. Donc, il y a un tiers de confiance. Idéalement, mais il y a quand même besoin d'un témoin. Maintenant, la solution que tout le monde cherche à avoir, donc typiquement dans la DeFi, la finance décentralisée, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut placer de l'argent, par exemple, on prend son argent dans son wallet et directement via un smart contract, on va le déposer pour générer des revenus. Et donc, il y a 0x3b5 qui va poser, 10 Ethers, donc 2000 euros, sur un placement DeFi. Cette société, derrière, elle va avoir dans très peu de temps des obligations réglementaires. On va être obligé d'y passer. On le voit là, les règles MiCA et compagnie. Donc elle va avoir l'obligation de vérifier ce qu'on appelle le KYC, donc l'identité. Dis-moi que tu n'es pas un terroriste, que tu ne finances pas le terrorisme, que tu n'es pas dans le blanchiment d'argent et que tu n'es pas nord-coréen, iranien, russe. Donc ça dépend, la liste des pays sous embargo, elle évolue. Comment tu prouves ça? Surtout que pour que ça marche la DeFi, il ne faut pas que tu aies besoin de donner ton nom, ton prénom. Parce que si tu commences à donner ton nom, ton prénom à des startups et tout, dans la blockchain, qui commencent à faire des rapprochements, tout ça c'est très compliqué. Donc il y a une solution. Et là je reviens au cœur du Web3. Le Web3, on met c'est des NFT, c'est funky, c'est le métaverse. Non, le Web3 avant tout c'est une infrastructure technologique avec du stockage décentralisé, des registres décentralisés et de l'identité numérique souveraine. Notamment ce qu'on appelle le DID, Decentralized Identifiers. Et je t'explique le principe. Imagine demain, tu vas voir le groupe La Poste, ou Coexia, ou un autre. Tu dis, je m'appelle 03XB4, je le prouve, un petit coup de signature électronique avec mon wallet. Je te donne ma pièce d'identité, tu peux vérifier. Alain Broustaille, habite Paris, est majeur. Là, le groupe La Poste ou Coexia génère un petit fichier texte, JSON, un petit fichier, dans lequel il dit, moi, groupe La Poste, j'ai vérifié que 0x3B4 est bien français, à plus de 18 ans. Et ensuite, toi, tu vas te connecter sur la plateforme de DeFi. Mais ça pourrait être sur une plateforme de paris en ligne, ça pourrait être sur une plateforme pornographique qui veut vérifier que tu as plus de 18 ans. La plateforme porno, bon exemple, elle n'a pas besoin de savoir que tu t'appelles Alain Broustaille. D'ailleurs, elle ne veut pas savoir parce qu'elle sait que c'est un problème. Paris. Elle veut juste savoir que tu as 18 ans. Donc, elle va te dire quel âge tu as. Et donc là, toi, tu vas avoir dans ton wallet, dans l'idée, en plus d'avoir tes adresses, tes gestionnaires de mots de passe pour tes adresses crypto, tu vas avoir tout un tas de petits bouts de fichiers.
Alors j'ai le groupe La Poste qui prouve que j'habite Paris, que j'ai plus de 18 ans. J'ai ma banque qui prouve que je suis solvable. Donc tu vas renvoyer ce petit bout de fichier. Donc tout ça, c'est des protocoles Internet en cours de construction. Le site porno va dire, ok, d'après La Poste, je reconnais La Poste, sa signature, c'est bien La Poste. Elle a dit que 0x3 que c'est majeur. J'ai réaliser ma part de la chaîne de responsabilité. Et ça, ce que tu expliques, ce qui est important, parce que quand on explique ça en entreprise et qu'on a des head of data, alors ils se réveillent et ils nous disent « Mais attention, ça va impacter mon métier, tout ça, l'enjeu de la data ». Ouais, alors le rêve du DID, c'est la monétisation même de sa donnée personnelle. C'est-à-dire quand on se connecte sur Facebook, au lieu de devoir donner son email, au lieu de devoir donner son nom, son prénom, on se connecte avec un wallet. Et de manière algorithmique, on s'est généré soi-même. Et si on veut, on se crée des nouvelles adresses autant qu'on veut. On se connecte. Et là, Facebook a besoin de savoir, est-ce que tu aimes les pâtes, est-ce que tu aimes machin, c'est quoi tes goûts. Bah, tu peux lui dire éventuellement, déclaratif, et puis parfois tu peux lui prouver. Tu vas dire, attends, je vais te prouver que j'adore, typiquement. Je vais te prouver que j'adore les Basket Night parce que j'ai un NFT artefact. Voilà, c'est-à-dire quand on va, ça s'appelle le Connect Wallet, c'est le principe du Web3. À terme, tous les sites web vous demanderont de connecter votre wallet. Oui, mais ça change les choses parce que maintenant, tu vas sur Facebook, Google, ils chopent ta data. Tu as marqué ton accord, mais tu t'en es pas rendu compte, donc ils chopent ta data. Là, ta data est dans ton wallet, elle t'appartient et tu décides de la donner. Ça change tout dans la relation client. Oui, mais ce que veut dire, je pense, Alain, c'est que la marque, le site web, pourra voir ce qu'il y a dans ton wallet. Non, si tu l'autorises. Si tu l'autorises. Oui, si tu l'autorises. Mais ils demanderont, est-ce que vous nous autorisez? A priori, on pourra dire oui, on peut même autoriser l'accès à certains NFT. On peut même l'autoriser contre paiement. En tout cas, en théorie, le modèle est différent. Le pouvoir change de camp. C'est toi qui décides, c'est plus eux qui décident et qui prennent le pouvoir sur toi. C'est ça. Et donc, les enjeux dans la relation client, le contenu, le capital confiance, pour que moi j'accepte d'aller donner ma data à Google, il faut vraiment que j'ai confiance. Ok, j'ai besoin d'eux. Ouais. Alors bon, mon avis perso, les GAFAM n'ont pas d'intérêt, donc elles vont continuer sur leur modèle. On peut espérer qu'on ait des nouveaux acteurs qui arrivent nativement Web3. Exact. Voilà, tous ces gros, et pourquoi pas Binance demain ou d'autres qui proposent des services où tu te connectes avec ton wallet. Et tu n'as pas besoin de dire à la plateforme, peut-être que tu auras besoin, d'ailleurs elle aura envie parce qu'elle a envie de faire du marketing ou autre chose, mais en tout cas, par défaut, tu te connectes en Web3. Alors, contrairement à ce que tu as dit, je ne suis pas sûr que tout le monde aura ça à terme. On va voir. Parce que c'est pas... Moi, j'adore le principe. Mais on verra en termes d'adoption si c'est dans 2 ans, dans 20 ans. Et d'ici là, on aura peut-être trouvé d'autres trucs avec l'iris ou je sais pas quoi, l'empreinte digitale. Ouais. Mais voilà, tu as raison. Ça peut changer. En tout cas, le principe du DID, pour moi, c'est un des plus beaux trucs du Web3. Et c'est dommage que tous les budgets aillent sur faire des NFT avec des têtes de singes et non pas sur des projets sociétals uniles. Exact, sur la preuve de l'identité. Et donc, si on te laisse fantasmer, toi, tu imagines le wallet où tu auras dans 5 ans ta carte d'identité, ton passeport, tes diplômes, ta data, tes data de santé. C'est comme ça que tu imagines l'avenir ? Ouais, tout à fait. Par contre, est-ce que ce sera blockchain décentralisé? C'est pas dit. Par exemple, en France, on va avoir une identité numérique, enfin, parce qu'il y a plein de pays où c'est déjà le cas. Il y a plein de pays où on a des cartes d'identité avec des puces ou autres. En France, on n'a pas tout ça. En Belgique, on a ça. Ouais, non, la France est un peu en retard, donc ça va arriver, je crois que c'est l'an prochain, 2023, si je me trompe pas, à moins que ce soit déjà fait d'ailleurs. Moi j'ai déjà ma carte d'identité avec une puce. Avec une puce, ouais, donc ça va se développer, c'est qu'on va pouvoir se connecter à Internet en montrant sa carte d'identité sur des PC qui ont des capteurs, je sais pas, RFID, NFC ou autre. En Belgique, par exemple, aujourd'hui, quand tu vas chez un médecin, avant, tu repartais avec tes ordonnances. Oui, il y a la carte vitale aussi, directement dans la puce d'identité. Eh bien, aujourd'hui, tu n'as plus ton ordonnance, c'est-à-dire que les ordonnances sont injectées dans la puce de ta carte d'identité. Et donc, quand tu vas chez le pharmacien, tu donnes ta carte d'identité, il passe dans le lecteur et il dit « Ah ben oui, je vois que vous avez 3 ordonnances pour Dieu sait quoi ». Donc toi, ton wallet existe, moi c'est un wallet, en tout cas tu as une identité numérique, par contre son usage peut être différent, et moi j'espère très fortement, et c'est là le Web3 encore, rappelons-nous quand même le CryptoPunk de base, Satoshi Nakamoto, quand on a construit Bitcoin et le blockchain, il y avait un côté de réappropriation du pouvoir personnel. Et imagine si demain, quand tu veux te connecter sur un site porno, ou acheter de l'alcool ou autre chose, tu es obligé, tu montes ta carte d'identité devant ton PC, et que la personne elle arrive à savoir qui tu es, ton nom, ton prénom, qui tu bois, ce que tu manges, ce que tu fais, que demain à la boulangerie, pire, voilà, tu vas à la boulangerie, tu n'as plus d'espèces, tu peux avec de l'euro numérique, ça se base sur une blockchain, tout le monde peut voir ce que tu fais. Tu vois, il y a un monde qui n'est pas très rigolo. Alors le côté DID, c'est toi qui choisis, tu te crées des adresses autant que tu veux,
il faut que tu aies des tiers de confiance d'un côté. Et alors aujourd'hui, ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas d'argent à se faire. Il faut que tu aies des gens qui en aient besoin. Donc aujourd'hui, ils n'investissent pas parce qu'il n'y a pas de tiers de confiance. Mais bon, cet écosystème va se mettre en place progressivement. C'est vraiment passionnant. J'aimerais juste, pour finir, te demander sur l'adoption massive. C'est toujours la question qu'on pose avec Claudia. Ça nous intéresse beaucoup. Toi, tu parles du wallet Web3 qui risque de finalement ne jamais vraiment être adopté parce qu'aujourd'hui... Je sais pas. Aujourd'hui, c'est complexe. Il faut télécharger un add-on sur son navigateur. Il faut garder ces fameux 12 mots qui représentent la clé privée, etc. Est-ce que tu ne crois pas, Alain, que progressivement, même très vite l'année prochaine, iPhone, sur l'iOS et sur Android, il y aura des wallets même, qui seront des Connect Wallets sur le Web3. Et là, ça propulsera l'adoption massive de manière spectaculaire. Alors moi, devant témoin, depuis 2020, je le dis à toutes les conférences, si je me trompe, je sais pas, je joue à tous là, des caisses de champagne, mais moi, avant fin 2024, il n'y aura pas un smartphone du marché haut de gamme qui n'aura pas un wallet crypto intégré. Ah voilà, c'est ça. J'en suis sûr. Donc dès l'année prochaine. Fin 2024, j'ai dit. Mais donc ça veut dire avec les données centralisées. Avec authentification biométrique, c'est-à-dire tu n'auras pas besoin d'apprendre tes 12 mots, tu mettras ton empreinte, tu perds ton smartphone avec la même empreinte ou d'autres systèmes, des mécaniques, ça marchera, et tu pourras acheter des cryptos, et c'est là qu'on peut espérer effectivement faire de la signature sur des sites web type DID. C'est ça. Donc ça, c'est ce que j'espère. Maintenant, il faut espérer qu'il n'y ait pas des réglementations qui l'empêchent. Parce que forcément, alors Samsung peut-être pas trop, mais Google, Apple, ils ont leur propre outil d'identité numérique, donc c'est pas dans leur avantage forcément. Mais je pense qu'il y aura une demande du marché. C'est ce que je dis, moi je bosse beaucoup dans la banque, et je dis aux banques, c'est 8% des Français qui ont des cryptos, c'est 20% des jeunes, donc il ne faut pas être bête pour se dire que ces 20% seront votre client de demain. Donc si vous voulez les qui viennent chez vous, ayez notre crypto. Donc peut-être qu'Apple n'aura pas le choix. C'est-à-dire, s'ils veulent aujourd'hui vendre des smartphones, si le concurrent, que ce soit Nokia ou Samsung, a un machin crypto, peut-être qu'ils en auront. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, c'était vraiment passionnant. Oui, en fait, très très dense. Là, très dense. J'ai plein de questions parce que là, juste à côté, dans tout ce que tu as dit, il y a des sous-questions, il y a plein de tiroirs. En fait, ça ouvre des champs du possible immenses. Et c'est passionnant, franchement, passionnant. Les enjeux sont immenses. Alain, donc dans la description du podcast, on va mettre le lien vers ton livre, le lien vers les différents sites de la boîte. Voilà, exactement. S'il y a d'autres liens que tu veux qu'on ajoute, n'hésite pas à nous les envoyer. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous rappelle qu'on a un site web qui s'appelle nftbusiness.tech, T-E-C-H. Et sur ce site, vous pouvez enregistrer votre adresse mail, recevoir notre newsletter gratuit, bien sûr, et recevoir le e-book, lui aussi gratuit, sur la finance décentralisée, qui vous permet d'obtenir des rendements passifs et un peu plus de liberté, d'autonomie financière. Exactement. Je peux faire une petite, petite dédicace, www.tedigi.com. C'est la plateforme de certification documentaire la moins chère du marché. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. On notera dans la description. Merci. Promis, juré. Voilà. Merci à vous. Bonne écoute. Au revoir.